Merci de laisser l'émission À travers entrer chez vous. Une émission qui met le projecteur pacifique sur différentes personnalités qui viennent sur le plateau ou bien virtuellement partager leurs expériences sur le chemin déjà parcouru dans le grand marathon de la vie. Et nous avons le plaisir de recevoir le coordonnateur de l'unité de recherche en géosciences, l'URGO, le professeur en géologie structurale, géotechnique, exploitation minière à l'Université d'État d'Haïti, et le docteur en géologie, Monsieur Dominique Boisson. Monsieur Boisson, bienvenue et bon, comme c'est virtuellement, mais quand même, je suis content que vous soyez là avec nous. Bonjour madame, oui, c'est un plaisir d'être avec vous, même virtuellement. J'espère que nous allons passer un bon moment. Ah oui, je l'espère également. Nous aimerions faire un voyage avec vous dans le passé et remonter jusqu'à votre enfance. Pouvez-vous nous y emmener? Mais avec plaisir, je suis né à Pétionville en 1956 et j'ai grandi dans ma ville natale. J'ai fait mes études, pas primaires, mais le préscolaire. Ensuite, je suis rentré au petit séminaire au collège Saint-Martial, où j'ai fait toutes mes études primaires jusqu'à la sixième. En sixième, il y a eu avec le départ des Pères du Saint-Esprit, je suis passé au collège canado-haïtien. J'ai continué jusqu'à la terminale. Et voilà, c'est un peu ça mon parcours du point de vue, je dirais, scolaire, avant d'entrer à la faculté des sciences. Et oui, justement, par rapport à ce choix, est-ce qu'il y a eu de la part de vos parents ou d'autres proches qui vous ont dit peut-être vous serez un très bon ingénieur civil? Oui, en fait, j'ai sauté cette partie. Je suis d'une fratrie, nous sommes 6 frères. Je suis le 5e. Et presque tous se sont tournés vers le génie. Mon père était ingénieur civil et ma mère était professeure de mathématiques, ce qui fait que depuis très tôt, nous avons été sur le chemin des mathématiques. Et c'est presque naturellement que je me suis dirigé vers une carrière en génie civil. Et d'ailleurs, mon père avait été professeur lui-même à la faculté des sciences pendant une certaine période. Donc, voilà, c'était presque naturel de se tourner vers cette branche. Et ce que j'ai fait, effectivement, en sortant de terminale, je me suis présenté à la faculté des sciences où j'ai passé le concours d'entrée avant de continuer. Et ce n'est qu'en chemin, parce que, en fait, à l'époque, il y avait la possibilité de suivre en même temps des cours spécialisés dans autre chose que le génie civil, notamment les mathématiques, l'assainissement et aussi la géologie. Et c'est comme cela que je suis rentré, j'ai fait la géologie. J'allais vous demander pourquoi la géologie. En même temps que je faisais le génie civil, j'ai suivi des cours de géologie. Et c'est comme ça que c'est par cette voie que je suis rentré dans la carrière de géologue, qui a été celle que j'ai finalement embrassée. Pourquoi la géologie? En fait, pour être très franc, je n'étais pas attiré par la géologie. J'ai commencé à la faculté des sciences sans être particulièrement attiré par la géologie, mais au cours d'une conversation fortuite avec des gens que je ne connaissais presque pas, que je n'ai plus revus de ma vie, on a évoqué dans cette conversation, entre deux personnes, je n'étais même pas dans la conversation, sur l'intérêt de la géologie dans le monde, tout ce que ça pouvait apporter. Et ça m'a conquis. Et j'ai décidé d'aller faire de la géologie. Mais ce n'était pas mon choix initial. Donc je suis entré un petit peu de façon très fortuite dans le circuit pour la géologie. Et me disant que c'était bon d'avoir cette information supplémentaire à mon diplôme de génie civil. Mais jusque-là, je n'envisageais pas
de faire de la géologie ma branche d'activité principale. Ce n'est qu'à la fin de mon cursus à la faculté des sciences, donc, comme j'étais lauréat, ils avaient offert une bourse aux lauréats, et c'est comme ça que je suis parti pour continuer maintenant vraiment en géologie. Ah, ok, ça c'est intéressant. On voudrait continuer, bien sûr, par rapport à cette discipline. Quelle est son importance, particulièrement dans un pays comme le nôtre? Bon, c'est vrai que la géologie, c'est une branche qui n'est pas très cotisée en Haïti. C'est pas on trouve beaucoup plus d'ingénieurs, d'agronomes, ou de médecins, ou Oui. de gestionnaires, tandis que la géologie, ça reste un petit peu un domaine presque ésotérique. Mais en fait, quand on y regarde de plus près, c'est fondamental. C'est fondamental parce que la géologie, c'est l'étude d'à la fois de ressources et de phénomènes. Donc, quand on a un sous-sol, dans un pays, on dit bien dans notre dessalinienne, du sol, son seul Son maître. seul maître. Pour être maître, il faut connaître. Ah oui. Donc, pour connaître, il faut apprendre, il faut Oui. étudier. Et la géologie, c'est l'étude du sol au sens large, le sous-sol, mais pas que. Et il y a aussi le fait que la géologie aujourd'hui qui embrasse aussi, qui est un ensemble plus vaste qui sont les géosciences, elle s'intéresse également aux phénomènes qui affectent la vie des citoyens, qui affectent nos infrastructures et notre développement. Donc, quand on parle de sciences de la Terre, ça s'intéresse à tout cela, à tout ce qui est des ressources du sous-sol, qu'il s'agisse de ressources hydriques, de ressources métalliques, de ressources énergétiques, de ressources non métalliques. Tout ceci, c'est le bien du pays, finalement. Oui, on va en parler. Et puis, aussi les phénomènes, parce qu'il y a aussi tout un aspect des aléas naturels. On en connaît, nous, à Biogéo, on aborde ce qui s'appelle la partie de l'aléa sismique, puis il y a aussi l'aléa climatique. Donc tout ça, c'est le fonctionnement de la planète qui interagit avec nous. Donc c'est extrêmement important de pouvoir connaître et travailler avec ça. Bon, ça peut avoir des aspects très, presque je dirais, dans l'économique, dans la production, mais aussi pour préserver la production, puisque quand on connaît les aléas, on peut se prémunir. Oui, certainement. Essayer de le faire. Ça, c'est vraiment important, comme vous dites, par rapport aux aléas et que nous connaissons, surtout en Haïti, et les ouragans, les tremblements de terre et bien d'autres. Donc, cette discipline peut vraiment nous aider à diminuer les risques, en quelque sorte. Oui, en tout cas, ça aide. Il faut être modeste. Ce n'est pas la connaissance des risques qui va faire qui est la seule composante dans la lutte. C'est toute une chaîne. Et la lutte contre les risques de désastre, la préparation, la prévention, il y a beaucoup d'aspects qui sont extrêmement importants. Mais aussi, pour pouvoir le faire, il faut connaître les aléas, il faut connaître le pays lui-même, il faut savoir à quoi on est exposé et comment ça peut évoluer. Donc, tout cela, ça fait partie de ce qu'on peut étudier en géologie. Ça, c'est intéressant. Donc, tout à l'heure, on était en train de parler de la Terre. Et la Terre peut nous dire quelles ressources nous avons. Donc, je crois qu'un géologue comme vous peut nous dire si Haïti est vraiment riche, comme on le dit. Oui, c'est la grande question, la question qui est sur toutes les lèvres. Et je vous dirais qu'il faut distinguer ce qu'on peut appeler le potentiel et ce qu'on peut appeler les ressources identifiées. Il y a, du point de vue géologique, on étudie le pays, on voit que c'est un pays qui a un potentiel parce que le type de roche qu'on y retrouve est favorable pour avoir des gîtes minéraux.
Alors là, nous parlons surtout, puisque c'est toujours ça qui intéresse beaucoup les parties, les ressources métalliques. Oui. Et donc, oui, il y a un potentiel géologique. Et il y a déjà des études qui ont été faites. Moi, personnellement, j'ai eu dans ma carrière à travailler dans ce domaine. Donc, je connais assez bien ce qu'on peut espérer, qu'il y a du domaine peut-être un petit peu plus du souhait. Et donc, le pays a une zone, je dirais, surtout dans la partie, le grand nord du pays, où il y a des potentialités pour avoir des ressources métalliques. Il y a des études qui ont été faites qui ont pu déjà déterminer un certain nombre soit d'indices, soit même de petits gisements qui sont prometteurs. Mais la vraie exploration qui permettrait d'arriver à trouver de grands gisements, c'est un processus qui est en cours et qui n'est pas encore achevé. Et avant de crier victoire, avant de chiffrer, de dire qu'il y a tel type de ressources et que ça fait tant de millions, de milliards, je ne sais pas, ça demande beaucoup de travail. Et c'est un travail très important, un travail de fond. Il faut aller pour évaluer. Et ces évaluations, il y a encore beaucoup à faire. Il y a des parties qui ont été évaluées. Le Bureau des mines a déjà d'ailleurs publié une carte où ils sont intervenus en plusieurs opportunités pour faire état de ce qu'eux, ils ont dans leur inventaire. Mais et ça ne veut pas dire que ce qui est dans l'inventaire, qui peut paraître prometteur, mais qui n'est pas nécessairement déjà économique. Ça ne veut pas dire que parce qu'il y a certains indices qui sont identifiés ou même comme avec un début de chiffrage, qu'on peut demain matin se dire, voilà, ça y est, on va exploiter, parce que ça demande une meilleure connaissance avant de pouvoir aller vers un investissement. Donc, pour répondre à votre question, ce n'est pas un pays qui n'a pas de possibilité, mais elle reste à démontrer et à prouver. Et pour être tout à fait complet, nous partageons l'île avec la République dominicaine. Oui, certainement. Et du côté dominicain, par contre, ce travail d'exploration a été plus avancé que le nôtre. Ils ont fait plus de travail d'exploration et ils ont eu peut-être aussi plus de chance parce que eux, ils ont déjà des mines qui sont en exploitation et des mines qui contribuent de façon significative au PIB de la République dominicaine. On ne le dit pas beaucoup. On parle beaucoup de tourisme, on parle beaucoup d'agriculture et autres, mais en République dominicaine, ils ont des revenus significatifs de l'industrie minière, notamment l'or, le cuivre, et comme c'est d'une des mines polymétalliques, donc il y a le cuivre, bien sûr, il y a l'argent, il y a le zinc, et voilà, c'est un potentiel qui est assez varié et qui permet à la République dominicaine de pouvoir avoir un revenu intéressant. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on peut avoir pareil en Haïti? Je ne vais pas conclure aussi rapidement, mais certainement on peut trouver mieux que ce que nous avons déjà identifié dans le pays. Par rapport à nous, à l'exploitation minière en Haïti, parce que là vous dites que la République dominicaine a déjà fait de grandes avancées dans ce domaine. Mais écoutez, c'est il y a quelque chose que vous avez dit bien avant, excuse-moi, pour comprendre, il faut connaître. Pour connaître, bien sûr, il faut étudier. Donc, oui, écoutez, il y a beaucoup de travaux qui ont été faits. Ça remonte depuis, en tout cas, pour le Nord, depuis les années 70, il y a eu un grand projet des Nations Unies qui était venu pour faire l'inventaire des ressources métalliques du pays. Avant cela, il y en a eu quelques expériences, dont une mine de cuivre qui a fonctionné pendant plus d'une dizaine d'années au niveau des Gonaïves. Donc, mais c'est une petite mine, ce n'était pas une mine très, très grande. Mais ces travaux ensuite ont été suivis, les travaux du PNUD ont été suivis par d'autres sociétés minières qui sont venues, qui ont travaillé dans le pays, qui ont fait de l'exploration. On n'est pas au niveau zéro,
il y a eu déjà des études qui ont été faites. Ce que je dis, c'est que pour beaucoup de ces études, il y a encore pas mal de travail à faire. Pas mal de travail à faire et ça demande des investissements et des investissements relativement élevés pour pouvoir, parce que on ne sait pas en surface qu'on trouve ces ressources. C'est dans le sous-sol, comme le nom le dit. Et donc, pour aller vérifier ce qu'on a dans le sous-sol, s'assurer de la continuité de gisements pour pouvoir les évaluer, les chiffrer, faire des études de faisabilité, ce sont des campagnes qui sont assez longues et assez onéreuses. Donc, ce travail est encore à faire et ce travail aurait pu peut-être avancer plus si ce n'était toutes les complications qui viennent des différentes interruptions dans l'ordre des choses. À chaque fois, il y a des événements, soit naturels, soit politiques, qui retardent. Et je crois que ce potentiel, c'est ce travail. Et tant qu'on n'aura pas complété ce travail de base, on ne pourra pas vraiment parler de potentiel ou bien de chiffres et de dire, voilà, il y a pourtant de milliers de tonnes. C'est un travail à faire. Comme je vous dis, il y a déjà des travaux qui ont fait, il y a déjà des éléments, notamment dans le nord-est ou dans le département du Nord lui-même, il y a déjà quelques gisements qui sont identifiés et qui peuvent être exploitables. Je ne vais pas, moi, je n'ai pas les études de faisabilité devant moi, je ne peux pas vous dire cela, mais je pense que le potentiel du pays, tel que l'on le souhaiterait, est probablement bien plus étendu que ça. Pour vous donner une idée chiffrée, et actuellement, je vais parler en millions d'onces d'or. Et si vous prenez la plus grande mine en République dominicaine, elle est de l'ordre de 30 millions d'onces. Mais en Haïti, le gisement le plus important qui ait pu être identifié pour l'or ne dépasse pas 300 000 onces. Vous voyez la différence? 300 000 à 30 millions, ça veut faire 100 onces. Alors, je pense qu'on a peut-être encore la possibilité, parce que la zone est encore sous-explorée, le Grand Nord d'Haïti est encore sous-exploré. Les seules explorations qui ont été faites de façon plus systématique, ce sont des explorations de surface. En ce qui concerne... Mais pas vraiment en profondeur, dans le sous-sol. En profondeur, alors, il y a une petite complication. La complication, c'est que dans la loi minière haïtienne, pour qu'une des firmes privées puisse forer, il faut que, dans le cadre légal actuel, il faut qu'elles obtiennent une convention minière et que la convention minière soit ratifiée par le Parlement. Et avec un Parlement qui lui-même, à chaque fois, il y a des interruptions, je ne crois pas qu'il y ait encore une convention minière qui ait pu être ratifiée par le Parlement lui-même. Il y a eu des conventions minières qui ont été lors de périodes de transition, notamment dans la transition en 2005-2006, mais au Parlement lui-même, non, je ne pense pas qu'on ait pu avoir ça. Donc tout ceci fait que le travail qui aurait pu se faire est encore quelque chose qui reste à faire. Mais bon, je suis assez optimiste qu'un jour ou l'autre, finalement, il y aura un déblocage, il y aura une possibilité pour faire une exploration plus systématique de sous-sol haïtien. Donc là, comme vous dites, nous pas qu'à crier victoire et dites tout simplement que nous sommes riches, mais bien avant, tout un processus pour nous chiffrer, ça nous gagne. Il faut le mettre devant nous propres. C'est pour ça qu'il faut le faire devoir d'abord. Après ça, la vie parler. Parce qu'en réalité, c'est facile. Hein, il y a beaucoup de... Je ne dis pas que les gens se trompent. Hein. Peut-être qu'ils ont raison. Peut-être que finalement, les chiffres qu'ils ont annoncés, ils sont tombés justes, mais ce sont des voyants. Mais parce qu'en réalité, du point de vue
de la connaissance scientifique, il reste du boulot à faire. Il reste du boulot à faire. Mais il y a des cibles prometteuses. Ça, on peut le dire, parce que le travail de surface permet de déterminer des cibles, c'est-à-dire des zones où on se dit, cette zone en surface donne des apparences, donne des apparences qui sont compatibles. Peut-être des indices. Intéressants en profondeur. D'accord, bon, le moment vraiment est venu de prendre notre première pause à l'émission. On vous revient dans quelques secondes. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. À travers vous offre l'opportunité de partager avec des personnalités venant d'horizons divers leur parcours, expérience dans le grand marathon de la vie. Si vous nous rejoignez à peine, vous êtes dans la deuxième partie de l'émission À travers et nous recevons M. Dominique Boisson, docteur en géologie. Nous voulons rappeler également que M. Boisson est coordonnateur de l'unité de recherche en gérosciences URGO. Donc, M. Boisson, est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur cette unité de recherche? Bon, oui, l'URGO, c'est une recherche qui est rattachée à la faculté des sciences de l'Université d'État d'Haïti. Elle a à peu près 10 ans aujourd'hui, et un petit peu plus que 10 ans, et elle est née tout de suite après le séisme du 12 janvier 2010. Alors, il faut bien avoir en tête qu'avant ce séisme, 4 ans ou 5 ans plus tôt, il y avait eu déjà une initiative qui était un projet de recherche universitaire, interuniversitaire, avec les universités francophones belges, l'Université catholique de Louvain et l'Université de Liège, qui visait une cartographie géotechnique d'un quartier de Port-au-Prince. En l'occurrence, on avait choisi la zone de Pernier-Tabar. Et c'était donc un projet de géotechnique qui s'intéressait aux caractéristiques du sol, aux caractéristiques mécaniques du sol, à des besoins essentiellement de construction. Mais quand il y a eu ce séisme, on a ressenti le besoin d'avoir un regroupement à la faculté des sciences qui s'occupe spécifiquement d'abord de géotechnique, puis finalement de géosciences. La géoscience étant plus large que la géotechnique, qui est un domaine plus spécialisé, plus pointu. Et il faut dire qu'à la faculté des sciences, quand moi j'étais étudiant, j'avais fait la géologie, donc il y avait une section de géologie, mais cette section de géologie avait fermé en 1984. Donc, le besoin existait, mais il n'y avait pas de structure pour former les géologues. Ce qui fait qu'en 2010, il n'y avait pratiquement pas de formation en géologie et nous avons eu cet événement malheureux, ce drame, alors qu'au fait, il n'y avait personne qui, du point de vue scientifique, était au niveau de l'université et travaillant sur ces problématiques. Et l'URGO a été créé pour venir un peu et apporter une réponse à ce vide. Et c'est comme ça que l'URGO est né. Mais l'URGO est né avec seulement 3 personnes, hein, deux doctorants qui étaient en train, dans le cadre du projet, qui faisaient leur thèse à l'Université catholique de Louvain, et puis moi-même, qui était leur encadrant principal. Et donc, cette unité a aussi bénéficié de plein de jeunes qui sont partis se former justement après le séisme du 12 janvier. Donc le 12 janvier a été une sorte de révélateur qui a amené des jeunes à s'intéresser à cette branche qui, comme je vous le dis, n'est pas très, très courue, très cotisée en Haïti, mais devant l'ampleur du drame, le besoin s'est fait sentir. Et c'est comme ça que l'URGO est né et a grandi au fur et à mesure. Petite unité, elle est toujours petite, hein, ce n'est pas très, très, très grand, mais on a grandi, on s'est diversifié. Et voilà, c'est ça qui est l'unité de recherche
en géosciences. En géosciences. Et cette unité, aujourd'hui, s'occupe de plusieurs axes. On s'occupe de ce qui est sismologie, sismotectonique, tous ces aspects de ce qui sont sur la géodynamique du globe, et donc en particulier ce qui concerne Haïti, donc avec les aspects de sismologie, d'études sur les séismes et sur les causes des séismes. Une autre branche qui s'occupe plus maintenant effectivement de géotechnique, les mouvements de terrain, les glissements de terrain, les études de sol. Nous faisons des études de géophysique sur la réponse du sol et en milieu où s'il y a un tremblement de terre, maintenant quel effet ça peut avoir sur le sol lui-même et sur les constructions que l'on met sur ce sol. On s'occupe aussi d'autres aspects qui sont sur l'hydroclimatique, c'est plus récent. On vient à s'intéresser aux aléas climatiques, aux problèmes sur les inondations, aux problèmes sur les ressources en eau souterraines. Donc voilà, c'est un champ assez large et sur lequel nous travaillons. Est-ce que vous voyez de plus en plus de jeunes s'intéresser à votre domaine? Écoutez, l'UOGEO a développé, en marge de l'unité elle-même, un programme de formation, un programme de master. Et ce programme de master, il est ouvert à des gens qui ont généralement le niveau ingénieur. Donc ça peut être des ingénieurs civils de la faculté des sciences, ça peut être des ingénieurs civils qui viennent d'autres facultés, ou des ingénieurs de génie rural, ou même parfois des gens qui font l'agronomie, la géographie, qui viennent et qui suivent cette formation de master en géosciences, mais ici appliquée aux géorisques, c'est-à-dire tous ces risques qui viennent des aléas naturels. Et nous sommes dans la 3e promotion, ma foi, et à chaque fois, nous avons pas mal de jeunes qui postulent. Comme nous avons un nombre limité de places, on est toujours obligé de sélectionner, de garder un certain nombre. Typiquement, nos promotions sont de l'ordre de 15 ou 16 étudiants. Et parce qu'on ne peut pas non plus faire des groupes pléthoriques. Et parfois, c'est comme je vous l'avais dit aussi, ce n'est pas un domaine où il y a beaucoup d'embauches qui se fait. Il faut avoir ça en tête quand on est en train de former. On forme pour essayer de s'adapter à une demande. Et donc voilà, jusqu'à présent, c'est une formation qui attire des jeunes qui viennent se spécialiser. Alors, plus souvent, ce sont des jeunes qui ont déjà une profession, qui sont un petit peu le modèle que moi j'avais suivi quand j'avais été formé, puisque j'avais été déjà ingénieur civil et simultanément j'ai fait la géologie. Ensuite, j'ai continué en géologie, mais j'avais le choix, si j'avais voulu, à la fin de mon cursus, de me dire non, donc finalement, je préfère rester sur le génie civil. Et il y en a qui font ce calcul, qui préfèrent finalement se dire, bon voilà, je préfère avoir la connaissance en géologie ou en géosciences, mais utiliser de préférence les connaissances que j'ai acquises dans le domaine du génie pour la construction de routes, d'édifices ou d'infrastructures de façon générale. Oui, je comprends parfaitement. Donc, vous enseignez depuis quand, vous dites déjà, à l'Université d'État? J'enseigne depuis mon retour. Parce que quand je suis laissé la faculté des sciences, je vous avais dit, j'avais trouvé une bourse. J'ai été me spécialiser. J'ai été à l'Université Pierre-Marie Curie de Paris. Et là, j'ai été jusqu'à ce qu'on appellerait aujourd'hui la maîtrise. Ça s'appelait le DEA à l'époque. Et de là, j'ai eu une autre bourse pour faire une thèse. Mais entre-temps, je suis rentré en Haïti parce que c'est toujours à Paris, vous dites? Toujours à Paris. Donc finalement, j'ai terminé mes études à Paris. C'est à Paris que j'ai eu mon
mon diplôme de doctorat. Mais mon sujet était sur le massif du nord d'Haïti. Donc, quand je suis rentré, j'ai été pris dans deux choses. J'étais à la faculté des sciences et aussi je suis rentré au bureau des mines et de l'énergie où j'ai passé 14 ans. Et donc à la faculté des sciences, donc j'ai commencé depuis 1983 à la faculté. Donc voilà. J'ai eu des interruptions. Quand je dis des interruptions, pas des grandes interruptions, mais quand j'avais des campagnes de prospection, d'exploration minière qui me gardaient loin de... Vous avez dû vous déplacer. J'ai dû me déplacer et à confier. Il y a eu, à certaines unités, d'ailleurs, j'avais comme collègue le professeur Claude Petit qui m'a remplacé à certains moments parce que bon, j'étais indisponible, mais voilà, sinon j'ai passé toute ma carrière à la faculté, n'abandonnant que pour ces campagnes d'exploration minière. Peut-être aujourd'hui, vous dites quoi en voyant peut-être des générations que vous avez formées? Avec quel sentiment vous les regardez? Parce que vous avez eu le choix de peut-être rester à l'étranger. Et peut-être en ce temps-là, ce n'était pas aussi difficile en Haïti. Comme vous connaissez la situation, il y a l'insécurité bas son plein, la situation sociopolitique vraiment difficile. Donc, mais vous avez quand même, en votre temps, fait le choix de retourner et de servir votre pays en quelque sorte. C'est vrai. Et en fait, tout est relatif. Hein, tout est relatif. Aujourd'hui, ce que nous vivons est peut-être sans comparaison avec ce qu'on a vécu dans les décennies précédentes. Mais à chaque fois que l'on vit ce qu'on vivait, on pourrait penser que c'était le summum. Et quand moi, je devais choisir de réintégrer, c'était l'époque où on venait juste d'avoir le Rachimaniok et toutes sortes de choses. C'était les coups d'État à répétition. Donc c'est après 86? Oui, c'était après 86. J'ai terminé ma thèse en 87. Donc je suis reparti pour la France en 86 et j'ai fait 86 à 87 pour finaliser ma thèse. J'avais fait l'intégrer en Haïti. Et donc, quand je devais rentrer, c'était en fin 87. Vous savez, je suis rentré et peut-être pour beaucoup, ça ne dit plus grand-chose parce qu'ils ont... beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. Mais moi, j'ai passé ma thèse en novembre 1987. Le 29 novembre 1987, c'était le massacre de la Ruelle Vaillant, avec tout ce que ça a apporté comme émotion dans le monde entier. Et c'est vrai que j'avais eu une offre pour continuer avec mon directeur de thèse qui allait s'installer à Toulouse. Mais bon, j'avais décidé de retourner. Bon, je ne sais pas si aujourd'hui, ce que nous vivons aujourd'hui, peut-être m'aurait fait réagir différemment parce que c'est l'horreur absolue ce qui se passe actuellement dans le pays. Il faut le dire et ne pas se voiler la face. C'est terrible ce qui se passe, ce qui se passe dans certains quartiers du pays où des gens sont obligés de laisser là où ils ont vécu toute leur vie pour aller se retrouver n'importe où. Et quand ceux qui veulent rester, c'est la peur dans l'âme qu'ils sortent de chez eux pour retourner. C'est une situation tellement inédite. Donc peut-être que si c'était aujourd'hui et que j'aurais peut-être réfléchi, je me suis dit, écoute, peut-être que j'aurais eu une réaction différente. Mais à l'époque, mon calcul était très noble, si on veut dire, c'était de me dire, bon, j'ai commencé, après le Canada haïtien, depuis le moment que j'ai laissé le Canada haïtien, c'est grâce à l'État haïtien que j'ai été formé. La faculté des sciences, je ne l'ai jamais payé. Ensuite, j'ai trouvé une bourse, mais la bourse, c'était une bourse qui était offerte au pays, pas à moi. Donc, j'ai fait toutes mes études supérieures sans jamais avoir déboursé d'argent. Je n'aurais pas pu le faire d'ailleurs à l'époque. Mon père était mort, venait de mourir, donc ça aurait été totalement impossible. Ce n'était justement ce système dans lequel moi, après ça, je me suis épanoui à la faculté des sciences. Et donc, je considérais totalement impossible pour moi de rester et de ne pas retourner. C'était presque une dette d'honneur.
c'était une dette d'honneur. Oui. Je suis retourné, je n'ai pas regretté, malgré tout. Je suis retourné pour rentrer très rapidement dans l'embargo et tout ce qui s'en est suivi. Mais je n'ai pas regretté. Je crois que j'ai eu une expérience dans le pays que je trouve tout à fait enrichissante. J'ai fait beaucoup de choses. Malgré tout. Il y a des choses qui viennent à votre esprit? Des choses qui vous ont marqué peut-être? Ah ben écoutez, d'abord, grâce à ce que j'ai fait comme travail, j'ai connu ce pays. Et quand je dis j'ai connu ce pays, il n'y a pas beaucoup d'endroits où je n'ai pas été. Il y a peut-être que c'est-à-dire, j'ai pas été à la vous étiez toujours en déplacement, en fait, peut-être des fois comme écoutez, j'ai eu à coordonner un projet quand je préparais ma thèse, c'était le projet d'actualisation de la carte géologique d'Haïti. La carte géologique qu'on utilise pas mal aujourd'hui, qui a toutes ces imperfections, mais qui est la carte géologique qui est de base et qu'on retrouve un peu sur Internet. C'est la carte que j'ai coordonnée. Donc, il y a beaucoup de choses. C'est que j'ai travaillé là-dessus. J'ai été dans tous ces endroits-là. Donc ça m'a permis de connaître ce pays, de l'apprécier, de l'aimer. Donc, avant cela, j'étais un Port-au-Prince, je connaissais Port-au-Prince. Oui, bon, j'allais peut-être un petit peu. Mon père m'avait appelé une fois dans le plateau central, je suis à Miragouane. Mais en pensant, je ne connaissais pas le pays comme je l'ai connu à ce moment. Donc, si je n'avais fait pas cette expérience, je n'aurais pas connu ce pays. Et après, quand je suis reparti en exploration minière, ça a été aussi une autre découverte du pays. Et non pas seulement une découverte du pays, mais une découverte des gens. Parce que j'ai appris à vivre. Quand on est sur le terrain, on vit avec des gens, on comprend mieux leurs préoccupations, leurs interrogations. Et j'ai appris beaucoup autant en discussion avec des gens qu'en géologie pure. Moi, j'ai toujours aimé ça, j'ai toujours aimé parler. Quand je suis professeur en plus, ça m'a toujours attiré. Et ces échanges, c'est très, très enrichissant. Et quand je sais que maintenant, avec cette situation, toutes ces communautés doivent endurer, ça me fait mal, parce que ce sont des gens qui sont très bien. Vous savez, c'était à une époque où je pouvais me balader dans n'importe quelle partie du pays. Et à n'importe quelle heure. Aujourd'hui, je ne le ferai pas, mais parce que je ne suis pas sûr de comment les choses ont évolué. Mais à l'époque, je faisais ma thèse, j'ai été dans des endroits où je faisais des excursions très longues, sans personne. Donc sans souci. Sans aucun souci. Et même quand je faisais des explorations, je me souviens que dans une des zones, il y a un policier qui est venu me trouver et me dire que j'étais imprudent, que j'aurais dû le voir pour que me donne de la sécurité, parce que ça aurait pu être dangereux. Moi, je lui avais dit que ma sécurité, c'était les gens que je rencontrais, parce que si on venait en paix vers les gens, c'est eux qui vous protégeaient. Et c'est vrai, c'est une sensation que j'ai toujours eue. Je n'ai jamais senti en insécurité quand j'étais dans l'arrière-pays, comme on veut bien l'appeler. J'ai toujours trouvé les gens beaucoup plus ouverts. Alors ça peut évoluer aujourd'hui, je ne sais pas, parce que les choses ont peut-être changé. Oui, les choses ont changé. Mais donc je me regrette rien. Tout ceci, je serais resté en Europe, j'aurais peut-être eu d'autres expériences, peut-être très bien. J'aurais peut-être une vie beaucoup plus rangée, beaucoup plus organisée. Mais toute cette partie de ma vie, je ne l'aurais pas connue, et c'est grâce au pays que je l'ai connue. Donc je ne regrette pas d'être retourné. C'est parfait. Bon. En plus, j'ai connu mon épouse, on s'est mariés. Moi, ma épouse n'est pas haïtienne, elle est colombienne, mais c'est en Haïti qu'on a fait notre vie. Vous l'avez connue où? Je l'ai connue en Colombie, parce que j'étais parti pour un congrès de géologie, puis voilà. Ah, vous allez trouver le grand amour. Voilà, c'est comme ça. En tout cas, ça, c'est très bien. Et vous êtes venu avec elle sur votre terroir? Oui, elle est rentrée avec moi tout de suite après le mariage. Elle est rentrée une semaine après le mariage. Une semaine, on a fait une première partie à Bogota, une deuxième partie sur la côte des Arcadins. Et depuis, on est ensemble en Haïti. Ça fait donc... faites le calcul. Vous avez quand même décidé de rester? Oui, on est resté. Donc, voilà.
On a vécu tout ce qu'on peut vivre en Haïti, avec les bons et les mauvais côtés. Bon. Mais elle, de son côté, elle ne vous dit pas qu'elle se sent un petit peu comme dépassée par la situation? Les Haïtiens aussi me disent qu'ils sont dépassés par la situation. Donc, ce n'est pas parce que... Oui, bon, sans doute, elle est restée très attachée à sa terre natale et elle continue à lâcher, bien sûr. Mais elle a passé plus de temps dans ce pays que dans le sien, aujourd'hui. Bon, en tout cas, j'admire votre courage, votre sens de devoir également. Et vous avez choisi de revenir et de servir votre pays à votre manière. Mais je ne suis pas le seul, hein. Vous savez, même, et nous parlons des temps qui changent. Moi, je vois des jeunes qui ont fait leurs études à l'extérieur du pays, qui pourraient très bien rester. Il y en a qui sont partis et ceux qui étaient avec eux sont restés. Et eux, ils ont fait le choix courageux de revenir. Et peut-être qu'eux, ils sont plus courageux que moi parce qu'ils sont revenus au moment où la situation était encore plus difficile qu'elle ne l'aurait pas été à l'époque où moi, j'avais décidé de retourner. Il ne faut pas croire que tous les jeunes qui partent et ne reviennent pas. Hein. Ils reviennent. Il y en a qui reviennent. Sinon, il n'y aurait pas de OGO. Je ne suis pas le OGO. Je suis celui qui est venu, qui a coordonné, qui a essayé d'être un peu le mentor et tout. Mais il y a des jeunes qui sont retournés, qui font tourner l'UOGO sans eux, pas l'UOGO. Et pour finir, vous leur dites quoi par rapport à la situation? Écoutez, chacun décide par lui-même. Ce que j'avais dit un jour à l'un d'entre eux, je lui avais dit, si tu retournes en Haïti, tu ne vas rien trouver de déjà construit, c'est à toi de construire. Je lui ai posé la question, es-tu un bâtisseur? Si tu ne viens pas pour construire, tu ne vas rien trouver déjà qui t'attend, comme dans d'autres endroits où tu rentres dans une boîte et automatiquement, là, tout est déjà prêt. Tous les règlements sont faits, il y a un système qui fonctionne, on s'insère là-dedans et puis c'est tout. En Haïti, il faut construire, il faut bâtir. Il faut bâtir et accepter de voir que ce qu'on construit peut être remis en question. Donc oui, c'est tout un travail, mais moi, quand je regarde le chemin parcouru, moi et mes collaborateurs, beaucoup d'entre eux, pour ne pas dire tous, sont mes anciens étudiants, et c'est gratifiant. C'est gratifiant. C'est gratifiant. C'est peut-être même plus gratifiant de faire des choses et d'arriver à avoir quelques résultats dans un milieu difficile et hostile que plein de résultats dans un milieu favorable. Oui. C'est vrai. Merci vraiment, Monsieur Boisson, d'avoir pris le temps de faire cet entretien avec nous. C'est un vrai plaisir pour moi. Je vous remercie de m'avoir pensé à moi. D'accord. Et merci à vous qui avez pris le temps vraiment de suivre cette émission, de commenter, de partager. On vous dit à bientôt pour un autre numéro de l'émission À Travers. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.